Chers amis antifascistes, ici à Breendonk, je pense à eux et je pense à elles. À vous qui passez la porte du fort de Breendonk et aux mots de Dante évoqués par des survivants. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Ce lieu conçu pour défendre la Belgique a été utilisé par les génocidaires nazis allemands et leurs complices belges pour ôter l'espoir au peuple juif martyr et à celles et ceux qui prenaient sa défense. Ils voulaient interdire aux innocents d'espérer. Être présent, être ému ensemble aujourd'hui, c'est avant tout affirmer qu'ils n'ont pas réussi. Que ce lieu est désormais celui du souvenir, certainement pas celui de l'abandon, de l'espoir. Cher Simon, mon cher confrère, je t'entendais l'autre jour dans une école, jouer au piano devant 1000 enfants, bouche bée. Ton récital, c'est la preuve que la vie a gagné. Et la lumière dans les yeux de ces enfants, c'est la preuve que l'espoir n'est pas mort. Ils ont voulu vous dépouiller de votre dignité, de votre humanité, mais ils n'ont pas réussi. Les victimes portent en elles la plus pure de la dignité, l'innocence. Leurs bourreaux en sont dépourvus. En tentant d'ôter la dignité de leurs victimes, ils abandonnent la leur. En disant cela, je me rends compte que ce que nous faisons ici, c'est tenter de mettre des mots sur l'indicible, parce que nommer les choses, c'est déjà les combattre. C'est déjà, pour citer l'écrivain Jean Améry, torturer ici, surmonter l'insurmontable. En regardant ces murs gris, cette haut saumâtre, ce pont métallique, je suis persuadé que ces lieux que nous nommons des lieux de mémoire sont bien plus que cela. La souffrance crie encore de ces pierres grises et sans doute pour l'éternité. La douleur n'a pas disparu. J'étais il y a quelques semaines à Kiev, en plein hiver, ville martyre qui a vécu au long de son existence les pires catastrophes. Parmi elles, celle de Babin Yar, un fossé dans lequel furent assassinés en une nuit de septembre 1941 plus de 33 000 juifs tués par l'occupant allemand. Tous les jours, le temps que durera l'occupation, les soldats allemands, aidés par leurs collaborateurs ukrainiens, jetteront des milliers de juifs dans ce fossé. Ici, comme à Babin Yar, comme dans ces lieux où la Shoah se voit encore, comme aussi dans ces lieux où la mémoire a été effacée, l'humanité hurle sa peine et son incompréhension. Nous avons perdu depuis longtemps notre naïveté. Pourtant, nous ne comprenons pas comment des humains ont pu infliger le pire à d'autres humains. Une douleur qui ne s'arrête pas avec la fin des supplices. La Shoah est un point de rupture dans l'histoire humaine et sa mémoire est un sanctuaire que nous défendons. Le 8 mai, ce jour que nous célébrons aujourd'hui, représente la fin de la guerre en Europe. Et surtout, c'est la fin du plus grand génocide que notre humanité ait connu. Mais je souhaiterais revenir sur 2 points importants. La guerre est finie et commence une période de paix, qui est aussi l'ère des témoins. Ils mettront parfois des décennies avant de pouvoir raconter l'indicible, comme Jean Améry, qui ne racontera son passage de douleur de juillet en 1943, ici, qu'en 1966, lorsqu'il parviendra enfin à sortir, et je le cite, de cet obscur envoûtement qui le paralysait. Mais l'ère des témoins se termine sous nos yeux. Les derniers témoins de la Shoah, cet océan d'horreur, sont encore comme des étoiles dans une nuit noire. Mais il nous faut apprendre à faire passer la mémoire sans eux, à nommer l'innommable et à le regarder en face, à ne laisser personne défigurer leur mémoire sacrée. Défenseur des droits humains, je ne peux pas envisager notre combat commun sans cet engagement ultime, celui de ne pas laisser salir la mémoire des victimes de la Shoah.
L'autre point important, c'est que le 8 mai n'est pas une date simple. Si la guerre s'arrête en Europe, elle se poursuit en Asie jusqu'en août, jusqu'à la bombe atomique utilisée à Hiroshima et Nagasaki. Le 8 mai 1945 marque aussi le début de ce rideau de fer qui tombe sur la moitié de notre continent et qui privera de liberté des millions d'Européens. Et puis le 8 mai 1945 est une journée sanglante en Algérie, puisque le pouvoir colonial français y commet un massacre dont le nombre de morts, plusieurs milliers, est encore aujourd'hui sujet à controverse, et qui marque le début des guerres de décolonisation et leur cortège effarant de violence. Vous me permettrez aussi d'avoir une pensée aujourd'hui pour ces victimes. Cette date symbolique, multiple, doit nous rappeler un point essentiel. Si l'incontestable unicité de la Shoah est un horizon indépassable, sa singularité ne sépare pas les victimes. Elle nous oblige. Elle nous oblige. Elle nous oblige à refuser le silence chaque fois que des civils sont pris pour cible, chaque fois que des populations sont déshumanisées, déplacées, détruites. Elle nous oblige à nommer, même lorsque nommer dérange. Quand je me trouvais au mémorial de Babine-Yar, sous la neige, et que le silence n'était brisé que par le crissement de nos pas, je ne pouvais m'empêcher de penser à cette terre d'Ukraine, qui vivait aujourd'hui encore des horreurs. Nous étions en route pour Boutcha, dont le nom fait frémir aujourd'hui, et je voyais sous mes yeux, avec une clarté inhabituelle, une proximité des innocences châtiées, une solidarité à travers le temps, entre toutes les victimes des génocides et des crimes de guerre. Cette solidarité aussi nous oblige. Elle nous oblige à regarder en face les crimes commis sous nos yeux, à regarder en face les crimes du présent, de Boutcha, du Darfour, de Gaza, mais aussi les crimes du passé. Et donc à regarder Brain Dung en face. Car Brain Dung, ce n'est pas que Brain Dung. C'est un maillon de la chaîne de la destruction du peuple juif en Europe. Brain Dung est à la fois un crime et la porte vers encore plus d'horreur. Derrière Brain Dung, il y a Auschwitz et tous les camps de la mort. Brain Dung s'inscrit dans cette litanie de l'insupportable. Brain Dung, déjà lieu des tortures, lieu où les humains, où les droits humains sont niés, broyés, et là où pourtant, aujourd'hui, la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, prend la parole par ma voix. La FIDH a lutté en son temps contre la Shoah. Elle en a payé le prix. Son président à l'époque, Victor Bach, et son épouse Hélène ont été exécutés par des miliciens de Paul Touvier. La FIDH sera toujours du côté des victimes de tous les génocides. Ici à Brain Dung, nous contemplons un vestige de douleur d'un génocide passé. Nous admirons celles et ceux qui s'y sont opposés, qui ont trouvé en eux la force et la conscience de refuser l'ordre du monde. C'est peut-être cela, la leçon de Brain Dung. Ce n'est pas tant la mesure de ce que des hommes ont été capables de faire à d'autres humains, c'est surtout le courage de celles et ceux, connus et anonymes, qui ont su s'opposer. C'est aussi peut-être l'exemple de Jean Améry, qui a mis plus de 20 ans à trouver la force de raconter et qui a fini, comme tant d'autres survivants de la Shoah, par mettre fin à ses jours, un glacial matin d'automne, à Salzbourg, 35 ans après être entré ici. Survit-on jamais vraiment à un génocide? On porte avec soi la catastrophe. C'est pour son combat, celui de l'humanité tout entière, que nous allons parler, ne pas nous taire, ni sur la Shoah, ni sur aucun autre génocide. Jamais. Nous allons aussi défendre les moyens judiciaires de les prévenir et de les juger.
la justice internationale et ses instruments, la Cour pénale internationale, aujourd'hui attaquée par le même pays qui, il y a plus de 80 ans, a contribué à libérer l'Europe du joug nazi et à mettre fin au pire des crimes. Vous qui êtes passé par le fort de Braindonk, vous à qui on a craché au visage, vous qui avez souffert sous la torture, qui n'avez pas parlé ou qui avez parlé, je pense à vous. Votre mémoire vivra parmi nous. Nos enfants sauront qui vous êtes. Et votre combat sera à jamais notre combat. Je vous remercie.